Alors combien j'ai vu de ça en immobilier? Cette erreur qui se répète et qui se répète. On est en train de visiter une maison de ville avec une cour immense intérieure comme ça. 5 chambres ou 6 chambres. La maison est assez grande. Et en fait tout le monde essaye de nous... Elle est à proposer à 2000 $ et elle part pas. Et pourquoi? C'est toujours la même erreur. Les mecs ont pris un quartier pourri. En plus c'est construit sur une route bruyante. Et ils ont construit un palace. Et en fait ça dissonne, donc personne n'en veut. J'ai vu ça je sais pas combien de fois dans ma vie. C'est vraiment immense. Et ouais quoi, ça marche pas quoi. On construit pas une maison de riche dans un quartier de pauvres avec beaucoup de bruit quoi. Le lieu en immobilier c'est vraiment capital. Et la cohérence des offres. On a 4 agents immobiliers qui nous l'ont proposé celle. Elle doit être sur le marché depuis un an, le mec doit être désespéré. Et si ça se trouve, elle était à 3000 $, ils sont tombés à 2000, ça se trouve à 1500 ou à 1200, ils seraient prêts à signer parce qu'il n'y a personne qui veut vivre là-dedans quoi. Les gens qui acceptent de vivre là-dedans, ils partent en courant en regardant le quartier et le bruit. C'est assez amusant. Là on entend la musique du voisin, il y a tout qui décolle en fait. C'est à la fois sympa comme si ça fait un peu rêver quoi. D'avoir un truc aussi grand et en même temps il y a tout qui déconne. Qui a envie de vivre dans une baraque immense avec une bagnole qui passe toutes les 10 secondes? Ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Alors bien sûr la cohérence ça s'arrête pas aux maisons, à la location, c'est valable pour tous les actifs. Là on a quelques bateaux que j'ai en stock. Alors j'ai choisi des marques qui sont comment dire, trustées par le public. Je suis pas parti sur les marques ésotériques. Et puis aussi ça dépend du prix de vente et de la valeur du bateau. Mais aux États-Unis on a 10 millions de millionnaires. Donc un millionnaire c'est posséder une maison et puis avoir 1 million de cash sur son compte. Donc quand on a 1 million de cash sur son compte, généralement on s'achète une belle bagnole et puis après en fonction des goûts et des couleurs, on va acheter peut-être un bateau. Donc quand on a 1 million, on va mettre 100 000 quoi, on va mettre 10% de ce qu'on possède, maxi 150 000, 15%. Voilà, 1 million, 1,5 million, on va sur ces eaux là, entre 5 et 15% de son cash. Mais voilà, donc moi quand on achète et on vend des actifs, il y a un moment où il faut être cohérent par rapport aux besoins des clients. Par exemple dans les bateaux, vous avez des bateaux qui sont dédiés aux juifs. Ça s'appelle Azimut. C'est une marque de bateau italien, voilà. Alors ça c'est les nouveaux modèles Azimut. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas les anciens, voilà, ça c'est les anciens modèles. Un Azimut, un 50 pieds, et encore, ça c'est un modèle qui est pas très ancien. Mais parce qu'au début des années 2000, Azimut faisait, ils ont vraiment un style particulier, c'est une marque italienne, et ils faisaient, j'essaie de vous trouver, des bateaux très ronds en fait, dans les designs intérieurs. Voilà, un Azimut par exemple 55 de 2005, si on voit à l'intérieur, on va tomber sur un produit qui est clairement rond, on va virer la pub. Voilà, donc ça c'est un Azimut 55, donc ça c'est pas le genre de bateau que j'achèterais parce que c'est trop gros. En termes de budget, on limite énormément le nombre d'acheteurs. Justement la cohérence, voilà, ça c'est vraiment le style Azimut des années 2000, tout rond à l'italienne. Franchement c'est sympa à l'intérieur, alors ils ont voilà ils ont vraiment une caractéristique. Moi je préfère vraiment cette marque italienne Azimut aux marques américaines que j'achète. Qui sont beaucoup plus connues sur le marché secondaire, mais que je trouve moins belles. Néanmoins, j'achèterai pas ça pour la raison assez basique que cette marque est vraiment extrêmement prisée des juifs et qu'on rentre pas sur le marché des juifs comme ça. On vient sur leur chasse gardée, n'importe qui, c'est comme ça dissonne, n'importe qui n'est pas juif qui commence à aller faire des transactions sur des bateaux qui est la marque chouchoute du territoire juif, que ce soit à Miami ou à Panama. D'ailleurs Panama, il y a pas mal d'Azimut à traiter. J'ai un copain qui n'a pas tenu compte de ça justement, qui s'est emmanché dans un deal avec un Azimut et ça lui a pété à la gueule. Donc
faut être cohérent, quoi. Faut être cohérent par rapport à la revente, faut être cohérent par rapport à la demande, faut être cohérent par rapport à qui on s'adresse. Donc Azimut, par exemple, c'est une marque, on n'y touche pas. Je suis pas juif de naissance, donc je vais pas toucher un Azimut. Voilà, je vais pas m'emmêler les pinceaux. Il faut des connexions. Sinon, bah, on tombe dans des plans pas possibles. Donc dans les maisons, au Costa Rica, par exemple, j'ai construit en bois. Donc bah, ça m'a pété la gueule parce que tout dépend du programme en fait. Si on achète pour revendre et qu'on ne reste pas sur zone, alors là on vend à des inconnus. Bien évidemment, ce qui est valorisé le plus, c'est le béton. Donc ça coûte moins cher à construire en béton. Enfin, ça coûtait beaucoup moins cher de construire en béton il y a 10 ans qu'en bois. Et à la revente, le béton coûtait plus cher et le bois subissait une décote. Donc si on est cohérent, qu'on veut faire du business et de l'achat-revente, évidemment on construit en béton, on ne va pas construire en bois comme j'ai fait. Après, si on reste sur place avec une activité de vie locale, alors on va vouloir toucher les clients qu'on va croiser tous les jours, on va vouloir toucher des beaux clients. Et bien évidemment qu'en zone tropicale, quelqu'un qui achète une baraque en béton, c'est un débile. C'est un débile parce que le béton il chauffe toute la journée. Donc la nuit, il faut refroidir avec de la clim, alors que le bois, ça ventile en 15 minutes et que dans les pays tropicaux, la plupart du temps, on a une chute de température alors ça aussi en fonction de l'année, mais ça aussi entre 22 et 26 degrés la nuit. Donc une maison en bois, elle va se ventiler en 15 minutes chrono et donc on n'aura jamais besoin de clim. C'est par exemple ce que j'ai fait au début, parce que j'étais un con, j'arrivais de France, donc j'ai isolé une partie de ma première maison en bois. Et donc du coup, j'ai mis une clim. Et puis après, j'ai compris que c'était débile. Il vaut mieux ne pas mettre d'isolation dans les murs, laisser le mouvement naturel se faire. Et puis du coup, il n'y a pas besoin de clim. Donc après, j'ai plus jamais utilisé de clim dans mes autres maisons, dans ce que j'ai construit. Mais le béton, en fait, c'est débile parce qu'il chauffe. Donc il recrache toute la nuit la température, la chaleur accumulée pendant la journée. Mais c'est surtout qu'en plus, le béton, il prend dans sa gueule les champignons sur les murs. Donc il faut tout le temps les nettoyer, tous les 2-3 ans, c'est une tannée. Et en plus, par-dessus ça, le Costa Rica est assez pénible parce qu'il y a des tremblements de terre assez réguliers. Et donc, en fait, le béton va se fissurer. Les piscines se fissurent, le béton se fissure, donc il faut en permanence voilà, rafistoler le bordel, alors qu'avec du bois, il n'y a pas de problème. Puis s'il y a une partie qui pète, et ben on change. Et c'est très pratique, c'est très souple le bois. Néanmoins, donc du coup, qui achète du béton? Des cons en fait. Et qui achètent des maisons en bois? Généralement des gens qui sont un petit peu plus connectés, déjà qui veulent des matériaux naturels parce qu'ils veulent se sentir bien dans leur maison. Et une maison en bois, ça respire. Et puis surtout des gens qui ont compris ce que je suis en train de vous raconter entre le béton et puis le bois. Donc si vous vendez, si vous construisez des maisons, que vous vendez mais que vous continuez à habituer sur zone, vous n'avez pas envie de croiser des cons, des débiles qui achètent des maisons en béton. Vous n'avez pas envie, vous allez les voir toute la journée, ça va vous énerver. Donc évidemment là il vaut mieux partir sur une construction bois pour attirer des gens. C'est une niche le bois, mais ça reste cohérent. Et puis après il faut aussi évaluer le pouvoir d'achat de la zone. Quelle est la clientèle, quel est son niveau socio-professionnel. On ne va pas construire une baraque à $1 million dans une zone où il y a des maisons qui font entre 150 et puis $400 000 parce que la maison ne va pas partir. Donc il faut être cohérent à nouveau par rapport à ça, qui se ressemble, s'assemble entre les matériaux, le lieu, les niveaux socio-professionnels, la valorisation. Alors moi, Costa Rica, c'était un lieu de retraités qui fuyaient ces Canadiens et des Américains qui fuyaient voilà, les démocrates. Mais c'était pas des gens qui étaient très fortunés. Donc j'ai construit des maisons, elles sont parties. Pourquoi? Parce que je les ai vendues pas très cher. Et donc il faut dès le départ concevoir ça, sinon ça ne marche pas. Que ce soit des bateaux comme voilà, des bateaux à moteur, des bateaux des Azimuts ou des marques américaines où on sait que les Américains ils vont acheter. Voilà ça. Par exemple là j'ai reçu ce matin la vidéo. Ça c'est un Southern Bridge, donc il y a comment dire, il y a un deck. Il y a 2 decks en fait, on conduit en haut et puis il y a la zone de vie et dessous. Donc c'est un ciré, donc voilà, donc ça c'est une marque américaine. Les Américains adorent cette marque. Donc ça c'est un 40 pieds, voilà, ça fait 130 000 à la vente. Un produit qui fait 130, 140 000, ça va dépendre. Les moteurs ont pas beaucoup, mais voilà, donc je vais pas mettre mon bateau en vente en Europe. Je vais pas vendre un ciré 400 Southern Bridge en Europe, quoi. Les mecs ils s'en branlent, il y a d'autres marques en Europe. On est dans du Beneteau, on est dans du Jeannot, on est dans d'autres produits. En revanche, les Américains, ils adorent la marque ciré, donc je vais targeter en priorité des produits de cette marque-là.
Donc il faut connaître aussi la zone géographique où on vend. Voilà, faut avoir un plan là. Donc que ce soit une maison, voilà, en location qui va être qui a un programme dédié à des gens comme moi à niveau international, une baraque de 500 mètres carrés, mais il la fout dans l'une des rues les plus pourraves de la ville où elle est située. C'est débile, ça marche pas, ça marchera jamais. Et on le voit bien, le mec n'arrive pas à louer. Donc quand on fait comme ça des achats, des reventes, des actifs, je vois en permanence des gens qui ont fait des erreurs, et la tentation en fait c'est d'exploiter leurs erreurs. Par exemple, de négocier une décote de 30 ou 40%. Alors mec, de toute façon ça fait 2 ans que tu es sur le marché, puis tu peux toujours te brosser pour que quelqu'un vienne se foutre les pieds dans ton truc. Donc tu me fais une décote, et puis moi je t'apporte de la liquidité, et en échange, je prends le risque, mais tu me fais un prix de manière à ce que je puisse retomber sur mes pattes. Je fais pas ça. Je pense que quand on commence à faire de la spéculation, voilà, sur des maisons, des bateaux, des terrains, il faut que tout soit cohérent, il faut avoir une espèce de logique, du bon sens, une intelligence pragmatique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard ou Wharton School avec des théories économiques et des tableaux Excel. Il y a besoin juste d'être basique, de se demander quels sont les besoins des gens, qui peut acheter ça, combien il y a de clients potentiels intéressés. Est-ce que c'est cohérent par rapport à tout, par rapport à l'environnement, le lieu, l'environnement macroéconomique, les taux d'intérêt, etc. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Si c'est pas cohérent, même si on nous fait une proposition à moins 40, moins 50, moi en ce qui me concerne, j'y vais jamais, faut pas craquer, faut attendre. Alors je reçois des questions sur le chantier de refit que je fais sur le voilier de 15 mètres qui est bientôt fini. Par exemple là, parce que beaucoup de gens rêvent de bateaux, ça fait pas rêver, hein. Donc là je vais vous montrer un truc, on va montrer la réalité, on va arrêter de faire du rêve comme ils font tous sur YouTube. Donc la réalité c'est qu'on avait des infiltrations d'eau et qu'on ne savait pas d'où ça venait. Donc on a cherché, réfléchi, fait des vidéos. Les cloisons à l'intérieur du bateau ont été démontées. Je pourrais vous montrer les vidéos, mais donc les cloisons ont été démontées pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc il y a de l'eau qui ruisselait du mât. Et en fait au final on a compris que le mât était recouvert par cette bâche plastique là. Donc ça cachait tout le dessous, et que le dessous en fait il y avait un joint ici qui était complètement niqué quoi. Donc il a fallu le refaire. Voilà, donc un petit joint de merde comme ça. Donc 3 jours de boulot pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, là, comme ça. Donc ça a été complètement refait. Donc d'abord il faut assécher, il faut enlever toute la merde là, tout nettoyer, puis après voilà, refaire un joint. 3 jours de boulot, surtout de prise de tête, essayer de comprendre ce qui se passe. Le souci des bateaux c'est ça, c'est que ils vieillissent, normal, ils souffrent, normal. Mais après, il faut comprendre, il faut avoir l'intelligence pour réparer, faire de la maintenance. Pour moi, la maintenance, c'est capital. Sur le Charles de Gaulle, je crois qu'il y a 3000 personnes qui travaillent sur le Charles de Gaulle. Il y en a 1500 qui sont alloués à la maintenance, qui montent et qui démontent chaque nuit les avions, les hélicos, les armes, les machins, qui remontent ça pour le lendemain matin pour que ça soit prêt. La maintenance, c'est 50%. Donc, c'est cool, hein, voilà, un beau voilier, 15 mètres, super et tout, mais en fait, pour quelques instants, et enfin moi je m'en sers pas pour voguer, j'ai un autre programme pour ce voilier que celui que certains pensent, mais c'est pas non plus pour du lifestyle, loin de là, ça me fait vraiment pas rêver, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique par rapport à ma configuration, à mes besoins, c'est ce qu'il y a de plus évident et de pratique. Mais la vérité crue derrière les bateaux, que ce soit moteur ou... Donc là c'est le mât, parce que si on doit enlever le mât, voilà, sur un voilier de 15 mètres c'est lourd, c'est chiant, il faut une grue, ça prend tout de suite du blé. Voilà, pour un putain de joint, voilà, qui était caché sous une bâche plastique, un putain de joint, voilà, c'est que des emmerdes. Vous avez, alors le truc qui est le plus chiant en fait dans la maintenance, c'est que vous avez des normes différentes aux États-Unis, en Europe, voilà, qui font que soit vous changez l'ensemble, donc le pommeau de douche, le câble, le truc qui va à l'intérieur, enfin vous pouvez changer tout le panneau quoi. Mais si vous achetez un bateau voilà, qui est américain, vous avez même des bateaux français qui sont fabriqués aux États-Unis, et donc on en arrive à l'électricité. Alors voilà, tous les bateaux sont en 220 volts en Europe, et puis aux États-Unis, sur toute l'Amérique, c'est en 110 volts. Donc tout le matos que vous allez pouvoir trouver en pièces détachées, les fours, les machins, les douches, l'eau chaude, les trucs,
ça marche sur du 110 volts, donc du coup quand votre bateau vient d'Europe et qu'en 220, vous êtes obligé de commander en Italie. Les gens se demandent pourquoi je me suis fait chier par moment à commander les pièces en Europe. Parce que c'est pas les mêmes formats, quoi. Je trouve que d'une manière générale, dès qu'on commence à jouer avec des actifs, bateaux, maisons, terrains, alors les terrains, il y en a, il faut clôturer parce que sinon il y a les mecs qui parquent leur bagnole dessus. Et puis il y a la paperasse, et puis il y a les impôts, et puis il y a les utilities. Ça s'arrête jamais en fait. Les utilities, ils ont l'électricité, les arrivées d'eau. Donc le pays comme un pays comme le Costa Rica, il change ses lois tous les 36 du mois comme en France. Donc, ou en Espagne, les mecs se sont fait baiser avec les installations solaires, ils ont investi des millions. Puis après le gouvernement dit non, je te rachète pas l'électricité au prix que je t'ai promis, même si c'est un contrat à 20 ans, je le casse. Donc on se retrouve avec des installations solaires, des terrains d'investissement qui sont plus rentables, et puis il y a des crédits à payer. Moi, je suis devenu assez dubitatif dans l'univers d'investissement sur les produits physiques comme ça, parce que je trouve qu'il y a énormément de paramètres. Voilà, on fait des plans sur la comète sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis en fait, déjà, rien qu'au bout d'un an ou deux, les deals ils sont niqués, il y a des changements, des machins, des bidules, de normes, de tout. Et en fait, à la fin, c'est une galère, quoi. Donc, je fais que de l'achat-revente maintenant, je ne tiens rien sur plus d'un an.